la présidente de la MOPA, Madame la présidente aussi de la MOPA de l'Indre-et-Loire, qui se cache quelque part, chère Madame Borel, Madame la vice-présidente de l'université, Madame la doyenne du groupe d'histoire-géographie d'inspection générale, qui est aussi parmi nous. Mesdames et messieurs, en vos grades, qualités, illustres fonctions, mesdames et messieurs. Alors, je ne vais pas gloser sur l'état de langue française en Touraine. J'ai entendu évidemment ce que vous avez dit, Madame la vice-présidente. Je pense qu'il faudrait réfléchir en tout cas à l'état de la création poétique et littéraire en Touraine aujourd'hui, et plus largement aussi de nos publications scientifiques en français. Je pense qu'elles existent, vous l'avez dit, et c'est important effectivement. Ah, vous ne m'entendez pas, donc du coup je parle plus fort, c'est ça? Voilà. Avec ce micro, quand je suis en train de parler, je disais que je ne voulais pas gloser sur l'état de la langue française en Touraine, puisque la Touraine a reçu ce prix, en tant d'être effectivement le lieu privilégié ou saluant, même si on parle mieux, mais en tout cas, je disais que c'est aussi important que ça donne plus réfléchir à l'état de la création littéraire de la politique en français et également des publications scientifiques. Je crois qu'elles existent en français. Oui, il y a encore sans relevement. Heureusement, et on a un partenaire effectivement universitaire de très grande pour effectivement les 103 000 élèves qui sont en Indre-et-Loire aujourd'hui et qui peuvent aussi choisir de poursuivre leurs études à l'université. C'est un très grand honneur pour moi de participer à l'ouverture du congrès international de la MOPA à Tours. J'ai l'occasion de saluer Madame la Présidente l'engagement de votre association, dont la vocation est entièrement tournée vers l'épanouissement et la formation de notre jeunesse. Et je viens citer une part de l'exergue de nos missions en lui transmettant la passion d'apprendre, l'exigence d'une parole juste, en lui donnant quelques clés pour accéder à la culture des citoyens du monde respectueux de la liberté et de l'altérité de chacun. Permettez-moi de partager ce matin avec vous quelques mots qui occupent la pensée du modeste amiral de la flotte des écoles d'Indre-et-Loire que je suis. Et le premier message, c'est d'abord que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos témoignages. Nous avons besoin de votre mémoire, de vos récits, de votre sagesse, de votre expérience. Nous avons besoin de votre recul critique, de vos débats, de votre curiosité, de votre appétence pour les sciences et la pédagogie. Nous avons besoin de tout cela pour mieux occuper le terrain des débats qui font l'école et préparent la nation de demain. Vous le savez, les défis que traverse notre école républicaine aujourd'hui sont très nombreux, sociologiques, écologiques, technologiques, mais l'un d'eux, la réduction des inégalités sociales, nous mine particulièrement. En dépit des réformes, subsistent dans notre école d'importantes disparités de qualité, d'équité, de résultats d'apprentissage, selon les trajectoires sociales et scolaires de nos élèves. Ces disparités, ces inégalités se creusent et n'en finissent pas d'interroger notre modèle pédagogique et éducatif. Parfois, très tôt dans leur scolarité, une part plus importante aujourd'hui de nos jeunes ne trouve plus de sens aux apprentissages et les injustices sociales grandissant, la solidarité se trouvant défaillante, ce sont avec l'école les murs de la République qui tremblent aujourd'hui. Faire communauté nationale ne va plus de soi. Nous savons que l'école, pourtant, joue un rôle essentiel dans ce destin républicain. Comment accepter aujourd'hui, à l'école de la République, on fixe les inégalités, on conscue la mixité, on échoue à transcender des appartenances particulières pour faire pleinement les autres communes. Nous avons tous pourtant ce que la société de demain devra à notre école aujourd'hui. Et nous savons tous qu'une éducation de qualité, inclusive, aura un effet multiplicateur sur l'environnement, la justice sociale, l'éradication de la pauvreté ou l'égalité des genres. Certes, la prise de conscience est bien là, et nous ne renonçons pas, vous le savez, à l'ambition de transformer nos pratiques pour relever ce défi. Je voudrais dire que j'apprécie particulièrement et je salue la richesse des débats qui animent ce congrès. Je sais que rien n'échappe à votre veille critique. Je vous en remercie. Les thématiques à débattre sont nombreuses.
J'en citerai quelques-unes, en tout cas, qui animent votre réflexion. L'avenir des savoirs face à l'informatisation de nos sociétés, par exemple. Alors, je pense tout particulièrement à l'éducation aux médias, qui doit transformer les récepteurs passifs d'information ou de désinformation, non seulement en meilleur attentif d'infox ou d'intoxication marchande, mais aussi et surtout en producteurs critiques de savoir collectif et certifié. Je pense aussi à la préservation de la réciprocité, cette relation pédagogique entre l'enseignant et l'élève. Cette relation pédagogique qui seule peut préserver la circulation du savoir. Ne pensons pas que des cours en ligne, que l'intelligence artificielle ne pourra se substituer à cette relation réciproque sans laquelle la circulation du savoir ne peut pas exister. La ressource du cours en ligne ne remplacera jamais cela. Je pense aussi qu'une autre thématique qui est importante aujourd'hui, vous l'entendez, c'est la question de l'autorité de l'école, qui dépasse bien entendu la simple sanction de la transgression ou l'obéissance, et qui exige aujourd'hui qu'elle passe par le contrat, le lien de confiance, la mise en place de lieux de parole, de discussion, de rappel des limites. Ce n'est pas simple pour notre école aujourd'hui, mais c'est un beau défi. Je pense aussi à la question des comportements violents qui se sont aujourd'hui beaucoup invités dans les classes et jusque dans les relations avec nos partenaires, que sont les familles. Et on sait que la violence à l'école n'est souvent que le miroir de la violence sociale. On voit par exemple des pays nordiques que son éradication est possible par une éducation patiente, bienveillante, dès le plus jeune âge. Enfin, je terminais par un thème que je voudrais partager avec vous, qui est aussi une préoccupation majeure pour moi, c'est la question du renouvellement de nos cadres et de l'attractivité de nos métiers. Nous échouons bien trop souvent aujourd'hui à murmurer à l'oreille de notre jeunesse tout le bonheur à prendre dans l'engagement du métier enseignant. Pourquoi cette timidité? Ce n'est pas seulement, à mon sens, une question de niveau de rémunération, mais même si elle fait effectivement question, car ne reste-t-il pas un des métiers les plus épanouissants? Pour un temps de la vie, au moins, nos jeunes aujourd'hui se sont émancipés de l'idée qu'ils vont faire un sacerdoce toute la vie, mais pour un temps de la vie, essayons de convaincre notre jeunesse de venir rejoindre les rangs de nos écoles pour être des enseignants épanouis et fervents défenseurs de ce métier. Je vous souhaite une excellente. Monsieur le directeur, je vous remercie infiniment, Madame Ministre-Présidente aussi. Ce que vous venez de dire me fait chaud au cœur. J'ai d'abord entendu que nous avons besoin de nous accompagner. Et c'est très réconfortant de se voir ainsi associé à une démarche globale pour faire avancer notre école. Voilà. Et je dirais, pour être très courte, et Louis va faire des gros yeux, très court, vous avez déjà participé à la table ronde, puisque vous avez lancé déjà toutes sortes de pistes qui vont être réalisées. C'est infiniment, monsieur le directeur. Bien, vous avez squeezé mon introduction, mais je m'en réjouis parce qu'en fait elle fait écho et elle sera comme ça moins longue, mais merci de parler du bonheur. Moi j'éprouve beaucoup ce bonheur en étant enseignant. En ayant commencé en ZEC, aujourd'hui j'ai le bonheur d'être aussi encore avec les cagneux et les hippocagneux et j'essaie de transmettre cela aussi et ceci à tous les étudiants. Et sachez que beaucoup d'hippocagneux souhaitent être enseignants en histoire, en géographie, mais aussi en lettres et dans toutes les autres disciplines. Évidemment, on ne pourra pas les former en mathématiques, nous en cagne ni hippocagne. Pardon. Bien.